par parler industrie. On va beaucoup parler industrie européenne aujourd'hui à l'occasion de... alors, c'est pas un sommet, ça n'est pas un séminaire, c'est une retraite qui a été souhaitée par le président du Conseil, António Costa, le portugais, pour faire réfléchir, cogiter un peu tous nos chefs d'État et de gouvernement autour de la question du réveil industriel européen, de la compétitivité. C'est devenu le maître mot. Ça fait 2 ans qu'on en parle, 2 ans qu'on a le rapport d'Enrico Letta, 18 mois qu'on a le rapport de Mario Draghi. Les deux seront là et, je vous l'ai dit, feront un discours très attendu auprès des chefs d'État et de gouvernement. Il n'empêche que 14% seulement du rapport Draghi a été mis en place. Qu'est-ce qui bloque au niveau européen ? Pourquoi sommes-nous si lents, Anne-Sophie Alsif ? Comme toujours, c'est un problème politique plus qu'économique, puisqu'on l'a très bien dit, entre le rapport Letta et Draghi, on sait ce qu'il faut faire, on a vraiment un compte-rendu, un état des lieux, on a les pistes. Après, comme toujours en Europe, c'est le problème de la gouvernance politique et de la mise en œuvre. Les pays ont des intérêts différents. Là, ce qui est assez intéressant, c'est déjà, il faut saluer qu'il y ait cette retraite, puisqu'on voit qu'il y a l'idée, en tout cas, de prendre en main ce sujet. Il faut dire que la politique industrielle a souvent été mise de côté par rapport à la politique commerciale. Oui. Donc là, il y a vraiment un sursaut qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Il ne faut pas dire non, c'est rien. Ce n'est pas le cas, c'est vraiment bien. Il y a donc vraiment l'Europe se réveille. L'Europe se réveille. Ce qui est aussi intéressant, c'est concernant l'investissement. On voit que beaucoup de partenaires européens, l'Italie, l'Allemagne se remettent à investir massivement. On a l'Allemagne, le plan de 500 milliards. L'Italie et l'Espagne ont vraiment utilisé le plan européen post-Covid pour énormément investir. Donc il y a vraiment un retour de l'investissement productif par rapport à la consommation. C'est vrai que le pays qui est un petit peu en retrait, c'est la France qui investit moins que ses partenaires européens. Et puis avec la crise géopolitique... Investissement public, pardon, je vous coupe, Sophie Alsif, investissement public ou privé ? Privé. Investissement public... Il y a de plus en plus de débats sur faut-il de l'argent public ou de l'argent privé. Là, quand on regarde, c'est vraiment la contribution de l'investissement, notamment des entreprises, à la croissance. Et c'est vrai qu'on voit que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ont des contributions positives depuis 2 ans, même l'année dernière, alors que nous, on revient juste positif cette année et qu'en termes de volume d'investissement, on a beaucoup plus. En Allemagne, il y a le fameux plan des 500 milliards. Oui. Et Italie et Espagne, il y a un peu de mal à être mis en place aussi. Le fameux plan pour l'Europe à l'investissement et pas à la consommation des ménages ou, on va dire, à une politique redistributive. Donc ça, il faut le saluer et c'est aussi pour ça qu'ils ont de bonnes performances. Donc ça, il y a vraiment un réveil de l'investissement. L'autre élément, c'est au niveau international avec toutes les crises géopolitiques. Souvent, on se moque de l'Europe, l'état de droit, etc. Oui. On voit qu'il y a un retour de l'investissement en Europe. On regarde le fonds norvégien, quand même le premier fonds au monde, réinvestit massivement en Europe et réalloue ses actifs en Europe par rapport aux États-Unis. C'est absolument du jamais vu. Donc là aussi... Donc des points positifs. En tout cas, sur l'investissement, je pense que c'est très positif. Non, mais même si on a un décalage encore très important avec les États-Unis. À juste titre, j'ai deux remarques. La première, c'est, ça a déjà été dit par Anne-Sophie, mais en réalité... C'est un mot un peu fourre-tout, l'industrie européenne. Nokia, c'est en Finlande, et ils sont très très bons. On est nuls, nous, en téléphonie. On ne l'était pas, mais on l'est. Les Allemands ont un sujet qui est très particulier, qui est celui de leur énergie, de l'industrie automobile, qui est majeur. Nous, on a un sujet que tu as très bien soulevé, qu'il n'y a pas une appétence pour l'industrie forte. Donc, je trouve que à la fois, il faut réfléchir européen, c'est le rapport Draghi, et à la fois, la réalité, elle est pays par pays, donc c'est pas ces pays. Pourquoi je suis optimiste ? Parce que je voyais que ce que tout le monde dit, c'est-à-dire il y a moins d'usines, et plus d'usines qui ferment que d'usines qui ouvrent, etc. Oui, après un effort de réindustrialisation, on a vu un petit tournant ces dernières années. Mais, je suis pas le plus jeune de ce groupe, donc j'en ai vu beaucoup. Je suis absolument frappé, et c'est pour moi très important, de l'idée que dans la spécialité que chacun des pays a, je trouve qu'on a toujours été très bons en techno, comme ça, parce qu'on a très bonnes écoles d'ingénieurs, parce que ceci, parce que cela. On a toujours été très bons, en spatial, en trucs, ST Microelectronics, c'est franco-italien, etc., etc. Je vois réapparaître ce qui se retrouve dans les chiffres, une multitude de boîtes de techno qui, dans les domaines de l'IA, du quantique, des puces, du spatial, un peu partout en France. Et c'est un début.
et c'est peut-être une petite, j'allais dire une petite lueur d'espoir. Oui. Je parle là vraiment de l'industrie, de ce qui se passe en France. Je trouve que je n'avais pas vu ça depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que tous nos brillants ingénieurs allaient très souvent faire de la finance. Beaucoup sont partis, soit en finance, soit à l'étranger, accessoirement. La Silicon Valley est quand même pleine d'ingénieurs français. Et je pense quelque part que ça fait plus rêver un jeune polytechnicien aujourd'hui de se dire qu'il va participer à cette révolution technologique ou ces révolutions technologiques. C'est vrai que c'est plus stimulant que d'inventer un produit pour gratter quelques sous et se préparer à sa retraite assez rapidement. Oui. Et donc, je pourrais citer de nombreux exemples, mais demain, je vais faire un saut à Grenoble, il y a des boîtes incroyables. Donc, partout, il y a des boîtes qui se développent, qui font de la techno, qui font des puces, qui font des puces pour le quantique, etc. Mais le problème, c'est qu'elles arrivent sur un marché morcelé, fragmenté en Europe, et qu'elles ont du mal à accélérer aussi vite que les Américaines ou les Chinoises. Non, vous avez vu les résultats j'allais dire, de Mistral. Non, ça, c'est notre baratin. Hervé, vous prenez tous les géants de la techno mondiale dans les 10, 20 ou 30 premiers. Où sont les Européens? Quand vous êtes très bon en techno, quand vous êtes très bon, il faut d'abord être très bon en techno, très bon. C'était ça notre problème. Le rapport Draghi, c'est de ça dont il s'agit. Il se trouve que chaque pays a sa spécialité et je suis frappé. Moi, je me méfie toujours un peu des trucs généraux. Oui. Je suis frappé de voir qu'il y a beaucoup de boîtes dont certaines deviendront des grands succès mondiaux comme Mistral. Avant de venir aux préconisations de la Banque Centrale Européenne qui parle de tout ça, Jean-Hervé Lorenzi, je voudrais d'abord qu'on vienne sur les positions pas tout à fait alignées de la France d'un côté et de l'Allemagne et de l'Italie. Ce nouvel axe Berlin-Rome qui est en train de monter. D'un côté, la France qui pousse pour un endettement commun, les eurobonds, pour financer 1200 milliards, c'est ce qui manquerait à l'investissement européen chaque année. De l'autre, hier, il y avait une rencontre des grands industriels européens, notamment de la Chine, où étaient Emmanuel Macron et Friedrich Merz. Derrière, là, Friedrich Merz, il dit dérégulation, dérégulation, dérégulation. C'est ça la priorité avant l'endettement. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Grébine ? Non, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Après, moi je suis plus pessimiste parce que je pense qu'en effet, on a beaucoup de belles boîtes de la tech. Ensuite, il faudra voir dans quelle mesure on arrive à les faire grossir et il ne s'agirait pas qu'elles se fassent racheter comme ça arrive malheureusement beaucoup ces dernières années. Moi, là où je suis inquiet, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas une prise de conscience très forte que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui menace directement tous nos secteurs clés depuis 50 ans. Donc vous avez parlé, l'automobile, la chimie, la pharmacie. Tous ces secteurs sont aujourd'hui en difficulté, ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et d'un point de vue macroéconomique, on n'a pas aujourd'hui de secteurs qui sont capables de substituer, que ce soit en termes de création de valeur et d'emploi. Donc moi, évidemment, je me félicite de toutes ces belles boîtes de la tech, mais d'un point de vue macroéconomique, ça joue encore un rôle qui est relativement marginal. Et moi, ce que je vois quand on voit notamment les positions allemandes et italiennes, oui, évidemment, on peut déréglementer. Oui, il y a sûrement des réglementations européennes qui pèsent sur la création de valeur. Mais on voit bien que par rapport quand même à la masse des investissements aux États-Unis et en Chine, on est quand même, nous, Européens, même si évidemment ça va mieux qu'avant, on est encore très loin du compte. Un chiffre que Donc, priorité à l'investissement davantage qu'à la dérégulation. On peut faire les deux, ceci dit. Peut-être que ça fonctionnerait encore aussi bien. Mais si vous pensez que vos secteurs sont menacés, vous n'insistez pas sur la dérégulation. La dérégulation, ça, c'est quelque chose qui est important si vous êtes en régime de croisière. Et qui profite à tout le monde autour du monde, effectivement, sur votre marché. Quand on voit le rapport Draghi, on voit bien qu'il n'est pas question seulement de dérégulation. Il faut véritablement changer d'ampleur et en partie changer de logiciel, je pense, pour faire face à des concurrents qui sont de plus en plus offensifs. Il faut réagir sur Twitter, n'hésitez pas, @legenrat. Nicolas
Delcorte me corrige d'ailleurs, merci Nicolas. Le château de la commanderie se situe dans la province du Limbourg et non en banlieue de Bruxelles. Merci à ceux qui nous écoutent en Belgique de ces précisions géographiques. Anne-Sophie Alsif. Non, mais c'est sûr qu'il y a un sursaut, on l'a dit, et voilà. Dérégulation, investissement et endettement investissement, moi, je serais plus pour investissement et planification. Bon, voilà, parce que je pense qu'il y a deux choses qui nous manquent. En effet, l'investissement productif. Donc, on voit que des pays comme l'Italie, l'Allemagne, on l'a dit, reviennent dessus. Beaucoup moins la France. C'est aussi pour ça qu'on demande un endettement commun, parce qu'on a beaucoup moins de capacité d'investissement vu la situation budgétaire. Donc, c'est sûr, quand on est faible budgétairement, après, c'est compliqué de revenir. De porter le message d'un endettement supplémentaire. Voilà. Parce que là, tu parles d'investissement public, mais. Non, mais même privé. Quand on arrive aussi. Et qu'on a 5% de déficit, une forte dette, etc., l'Italie, l'Allemagne, qui n'ont pas de problème de désindustrialisation, eux, ils sont industrialisés. Bah, c'est sûr qu'exportateurs, voilà, on a moins de poids quand nous, l'industrie, c'est 9% de notre PIB, alors que c'est 16 et 20. Ce que vous nous dites, c'est que c'est le bon message, mais le mauvais émetteur. Vraiment, il faut tout mettre sur l'investissement, ça c'est vraiment très 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 important, et sur la planification. Parce que comme l'a très bien dit Thomas, très souvent il y a ce genre de déclaration, on fait le constat, encore une fois on le connaît, et puis après on va peut-être saupoudrer, ou en tout cas peut-être flécher telle ou telle aide et autres sur tel secteur qui peut aider tel ou tel pays. Et il n'y a pas une réflexion commune de qu'est-ce qu'on veut en termes de politique industrielle, et on continue de réfléchir en silo à court terme. Alors que la Chine et les États-Unis, leur force, c'est qu'ils ont un objectif commun, par exemple la réindustrialisation décarbonée, et ensuite ils mettent tout en œuvre pour y arriver. Nous, on est beaucoup plus en CEO ou en problématique nationale. Et c'est ça qu'il faut casser. Et c'est pour ça que la planification, à mon sens, aiderait à ça, même si ce n'est pas sur tous les secteurs, mais sur certains secteurs très stratégiques où on est attaqué. Non, mais c'est ça, Jean-Hervé. Est-ce que le problème, c'est qu'on n'arrose pas le sable à chaque fois avec ces grands plans d'investissement? On affiche des milliards pour montrer sa puissance. Thomas a parfaitement décrit, comme j'ai vu son rapport et tout, il a parfaitement décrit. Il y a des secteurs entiers qui sont soumis à une concurrence et à des importations chinoises surréalistes. C'est le cas de la chimie, c'est pas compliqué. 55% de notre industrie est menacée, le chiffre choc de ce rapport. Attendez, je veux dire, premier sujet, il faut séparer les sujets. Il y a des sujets qui sont européens, il y a des sujets qui sont nationaux, il y a des sujets... On fait une espèce de grand méli-mélo et finalement on fait rien avec cette histoire. Premièrement, je suis plus thomasien que Thomas lui-même. Il faut évidemment prendre des mesures de défense massive contre la vente, j'allais dire pas à perte, mais dans des conditions surréalistes des industries chinoises, sur un certain nombre de secteurs. Ceux qui sont directement touchés par l'automobile, c'est évidemment les Allemands, qui ont la principale... Je veux dire, on n'a pas exactement la même chose en Slovénie, en Allemagne. Non. C'est l'espèce de truc de toujours dire qu'on fait tout ensemble, en se tenant par la main. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, il y a toutes les mesures de précaution. Il y a deuxièmement le fait qu'il y a des programmes technologiques qui doivent être faits ensemble, mais pas... j'allais dire, de manière intelligente. C'est l'idée qu'on fait toujours tout à 27. C'est compliqué sur le SCAF en ce moment. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Oui, mais il y aura peut-être 2 avions, c'est tout. C'est pas non plus la fin du monde. Il y aura 2 avions. J'ai vécu de très près l'histoire du Rafale à l'époque, contre l'Eurofighter. Il y a eu 2 avions, ils ont tous les 2 bien marché. Oui. Donc on est toujours sur cette idée qu'il faut absolument se tenir par la main, comme vous savez dans les couples au bout de 50 ans, il faut toujours se tenir par la main. Ben non, il faut arriver à faire que la force de l'Europe, c'est des tas de secteurs dans lesquels on est bon. Il faut se défendre, ça c'est du Thomas. Il faut 2, investir à Draghi sur des programmes assez en amont, parce que il faut évidemment déréguler, parce que cette Commission européenne est une catastrophe absolue pour l'industrie. Nous avons vécu, ma génération a vécu, avec l'idée que c'était avec la concurrence. Donc c'était notre débat à nous, c'était de dire il faut une politique industrielle et pas une politique à la concurrence. Là, c'est l'émergence d'une politique industrielle. Troisième sujet, il faut penser que chaque pays a des problèmes qui lui sont spécifiques. Moi, j'aime bien parler de l'Allemagne, parce que comme ça, on ne rentre pas dans les débats politiques français. L'Allemagne a des sujets qui sont évidents. Le commerce mondial, c'est pas l'avenir du monde. Et le deuxième sujet, ils ont un problème de leurs ressources énergétiques, la manière dont ils se truquent, c'est leur problème. Nous, on a des problèmes qui sont notre talent à nous. C'est, je trouve, la techno. Alors, je suis d'accord, Thomas, mais qui aurait
imaginer que Mistral sorte les résultats qui sont sortis hier, il y a simplement 2 ans, 3 ans. Et moi, je peux citer 20 boîtes, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui vont marcher. Il se trouve que c'est notre talent. Essayons de le pousser. Donc, réglons les problèmes chaque fois. Un, européen pour défendre, en gros, la chimie. Sinon, la chimie, elle est morte. Oui. 2, essayons de lancer des programmes sur des gros programmes. Mais le rapport Draghi, moi, je veux bien le rapport, il est génial, mais on n'a pas le financement en face. Donc, on pourrait l'avoir. Voilà. Oui, mais il ne demande pas tant. Hein. Emmanuel Macron a 1200 milliards, le rapport Draghi, c'est 7 ou 800 milliards. Next Generation EU, on était à 800 milliards quand même. 52% ont été dépensés. Hein. C'était il y a 5 ans. Encore une fois, il y a peut-être un petit problème de gouvernance et d'opérabilité de toutes ces mesures. Donc bien sûr, se protéger. Moi, je pense en effet avoir une vision long terme parce que voilà, je pense que ces politiques industrielles, ça peut pas être sur 5 ans. On voit tous les autres plans sont minimum sur 20 ans. Oui. Donc ça, c'est vraiment. Faut suivre le modèle chinois, quoi. Bon, ça c'est vraiment quelque chose, je pense, sur la planification. Peut-être pas forcément sur tous les secteurs, mais en tout cas, vraiment les stratégiques est important. Je pense que ça a commencé, les coalitions, dans le secteur de la défense et autres. Il y a déjà des coalitions, même que le Royaume-Uni vienne, etc. On sait très bien qu'on n'aura rien à 27, donc là, ils essaient de se réunir, mais on sait très bien que par secteur, ça va être, voilà, l'IA, est-ce que ça vous intéresse? Vous voulez mettre au pot? Et après, on met ou pas? Ça a déjà été le cas sur l'initiative Scale Up Europe. Une coalition des volontaires, en quelque sorte. Vous avez 4 pays au début qui voulaient mettre. Quand on a des cercles concentriques, on laisse les entreprises. Voilà. Juste pour finir soutenir. Juste pour cette initiative, ça a déjà été le cas. L'initiative Scale Up Europe, c'était ça. On a fait le constat, la BEI, que sur les 10 dernières années, 75% des boîtes dont parle Jean Hervé ont été rachetées par les Américains. Bon, voilà, les dirigeants n'en avaient pas conscience. Voilà, la BEI allait voir les pays en disant est-ce que ça vous intéresse de peut-être se défendre au niveau numérique et d'avoir des géants, parce que là aussi on dit on revient sur le producteur, mais il faut aussi avoir des entreprises de taille suffisante et vraiment encourager le développement des entreprises. Il ne faut pas juste dire on a 2-3 boîtes, très bien, ça c'est super, mais il faut aussi les encourager à se développer et à rester en Europe. Tous les concurrents possibles aux GAFAM, mais des tout petits, effectivement, alors qu'on a un marché natif qui pourrait être intéressant. Juste un mot d'optimisme il se trouve que la révolution, les grands avantages des révolutions industrielles, replonger dans vos réflexions précédentes, c'est que ça remet les sujets à zéro, ça remet la table vide. Donc on rentre dans un univers qui est nouveau, avec des gens plus ou moins musclés quand même, hein. D'ores et déjà. Bien. Sur le quantique, personne aujourd'hui ne maîtrise. Alors je pourrais citer beaucoup d'exemples. Personne ne maîtrise les ordinateurs quantiques. En réalité, peut-être un peu. Et on n'est pas trop mal placé encore, effectivement. Thomas Grabine. Je pense que ce qui est important, c'est de réussir à concilier justement ces financements publics et privés. On a beaucoup parlé ces dernières années de l'Inflation Reduction Act. Oui, l'IRA américain. Biden. Et donc, il y avait probablement provoqué une hausse des investissements manufacturiers dans les industries vertes aux États-Unis. Mais dans ce programme, 80% des investissements, c'était des investissements privés. Donc on retient les investissements publics qui étaient très importants par rapport à ce que nous on fait en Europe, mais quand même le gros des un appel à investissement privé, des financements privés. Et quand on regarde Mistral, le succès aujourd'hui de Mistral, c'est en grande partie parce qu'il y a un soutien public. Et que sans soutien public, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué pour Mistral. Et puis après, il y a une autre question. On a parlé de protection, mais je pense qu'on peut aussi s'inspirer des modèles, notamment technologiques, qui ont marché. Israël, dans les années 80, a développé un modèle justement pour développer une tech et pour surtout préserver cette tech sur le sol israélien. Et par exemple, il y avait des lois qui étaient très strictes. C'est que si vous avez un financement public dans la tech, ensuite interdiction d'exporter la propriété intellectuelle, ce qui forçait les boîtes américaines qui étaient intéressées par notamment les brevets à investir directement sur le sol israélien et à construire en fait des chaînes de valeur technologiques sur le sol israélien. Ça, c'est un peu tabou encore en Europe, mais je pense que de nouveau, là, on a un problème. Vous avez parlé le restera, je veux dire, à 27, vous aurez toujours le Slovénie qui va dire pas forcément de faire à 27. C'est injouable. Personne dit de parler à 27. L'idée est notamment poussée par Mario Draghi, c'était son discours à Louvain la semaine dernière, c'est ce fédéralisme pragmatique, cette coalition des volontaires poussée par
par qui Philippe même le Aghion suivent, aussi, exactement. et qu'on soit à 4, 5, Alors, 6, si on se met exactement. d'accord, on avance sans On les avance autres. sans les autres. Deux remarques. Ça Le s'est plus déjà gros- fait avec les programmes BI et remarques. autres, donc ça a déjà Ça existé. existe. Deux Jean-Marie remarques. Lorenzi. C'est vivant, c'est un débat vivant, puisqu'on est sur un sujet vivant. Mais oui. Deux débats, deux remarques. La première, c'est que le plus gros projet industriel qui ait jamais été fait en France, c'était le programme nucléaire, qui a été géant, financé par du privé, simplement avec des méthodes de financement astucieuses de garantie de l'État. Point. Donc c'est évidemment qu'il faut trouver des dispositifs intelligents. Je rappelle toujours que le PGE était très intelligent parce que c'est une manière... Très garanti par l'État durant Voilà. le Covid. C'est une manière. Deuxième sujet, l'exemple à suivre, c'est Israël. Évidemment, c'était Israël. Il faut suivre Draghi, mais pas Draghi, rapport qui est formidable, mais inapplicable. Oui, Il faut prendre Draghi-Louvain. c'est un peu un inventaire à la Prévert. Il faut laisser des dispositifs pragmatiques se développer en Europe, mais en ayant des associations Oui, c'est qui ça. sont des associations. Les 2-3 pays en spatial, les 3 pays qui sont forts, c'est France, Allemagne, Italie. Oui. C'est pas compliqué. Je veux dire, il faut pas aller Il y a des chercher, projets en cours d'ailleurs. le Danemark, qui sait pas comment s'écrit spatial. Je veux dire, tout ça est enfantin sur l'absence de bon sens. Ah oui, mais on voit que c'est quand même très compliqué à mettre en place au niveau européen. La Banque Si. Centrale Européenne, là, c'est les piliers Jean-Hervé Lorenzi. Il y a les piliers Christine Lagarde et plus largement de Francfort. Elle a écrit aux chefs d'État et de gouvernement, dans le cadre de ce séminaire, cette retraite aujourd'hui, 5 priorités. D'abord, union de l'épargne et de l'investissement, le nouveau nom de l'union des marchés de capitaux. On voit que ce sont ces capitaux qui manquent pour faire grossir les géants européens. Le développement de l'euro numérique, l'approfondissement du marché unique, le soutien à l'innovation dont on a beaucoup parlé et la protection de l'autonomie qui était soulevée effectivement par Thomas. Il y a absolument tout. On voit qu'on a un programme de travail qui n'est pas inatteignable. Là, quand Il même. n'est pas du tout inatteignable. Anne-Sophie Mais Alsif. je réinsiste bien sûr sur la prévision, mais aussi sur le fait, encore une fois, de développer les entreprises. Parce que là aussi, très souvent, il y a l'idée de dire, voilà, on va D'où l'union dans des tel marchés de secteur, capitaux. on va flécher, etc. Et ensuite, on voit en effet que beaucoup de ces entreprises sont rachetées. Ça, c'est juste factuel. Hein. On regarde les chiffres les dernières années, c'est vraiment ça. Donc, il faut vraiment aussi avoir en tête, et là, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas encore un consensus au niveau européen, de dire qu'il faut avoir des géants au niveau européen, parce que de l'autre côté, il y a des géants. C'est pas on est pour ou contre, mais Ah oui, c'est tout. c'est un fait. Et là, on voit qu'il n'y a pas toujours forcément un consensus. Il y a toujours, en effet, on se méfie, hein, bien sûr, du géant pour des problèmes de prix et autres. Mais il faut vraiment revenir à ça, de dire dans certains secteurs stratégiques, en plus, on a la compétence qu'il faut avoir des géants, qu'il faut vraiment essayer de tout faire, de mettre en place un écosystème pour avoir ces géants et qu'il ne faut pas freiner quand il y a des tentatives de fusion et autres pour avoir vraiment des géants qui structurent. Thomas, Ça, est-ce qu'on vraiment les a, ces géants, indispensable. aujourd'hui en Europe? Alors, on a des géants potentiels, mais la voilà. question, c'est comment on les fait grossir. Jean-Hervé parlait du quantique tout à l'heure. C'est vrai qu'en France, on a par exemple des très belles boîtes, des pépites dans le quantique. Mais quand vous comparez ce qui se passe en France et aux États-Unis, c'est assez parlant. Aux États-Unis, par exemple, ils ont fait un appel d'offres où ils ont ouvert au monde entier, où en fait, vous pouviez candidater et vous receviez massivement des financements. Donc, ça avait 2 avantages pour les États-Unis. D'une part, ils voyaient en fait tous les concurrents mondiaux. Et d'autre part, en fait, ils choisissent. Il y avait les meilleurs. il y avait des commissions avec les meilleurs experts mondiaux qui se réunissaient pendant 2 jours et qui évaluaient vos projets. Et à la fin, si vous étiez choisi, vous aviez des financements massifs. Mais c'était conditionné, ces financements, évidemment, à ce que la création de valeur soit sur le sol américain. Et la cotation en bourse aux États-Unis. Nous, en Europe, on n'a pas, quand on est telle ou telle entreprise, de dire vous allez être coté en Europe. Ouais. Oui. Et nous, ce qu'on a C'est écrit en gros dans les contrats. Mais oui, mais encore une fois, on n'a pas la profondeur des marchés mais c'est un qu'on peut cercle trouver vicieux. aux États-Unis. Ouais. Bon, mais on voit quand même les ingrédients Non, je suis d'une recette positive. je reviens sur l'exemple israélien. Israël, c'est un tout petit pays. Oui. Comment est-ce que cette idée de la taille, qu'on peut rien faire parce qu'on n'a pas la taille, est stupide. Elle a toujours été stupide dans tous les domaines. Quand on voit le démarrage, mais non, mais ça veut pas dire des géants. On en a dans les années. J'aime bien parler de l'Allemagne, comme ça, on n'a pas de problème. Oui, sur la oui, France. bien sûr. Siemens, c'est pas une boîte minuscule, Non, mais c'est pas une question, start-up. c'est gros Non, pas. on c'est les toujours a dans par les rapport secteurs. à. C'est On a toujours dans ça. les secteurs. On a dans les secteurs de la chimie, dans la pharmacie, etc. Il se trouve que
CF, le rapport Thomas, c'est évident qu'ils vont être balayés par un mouvement de court terme qui est celui des surproductions chinoises qui ont besoin de s'exporter. Il faut se protéger. Il y a beaucoup besoin de pragmatisme dans ce sujet et de, j'allais dire, de bon sens. 1, il faut se protéger. 2, il faut laisser les entreprises arriver à se mettre d'accord entre elles. Moi, je suis absolument convaincu qu'on y arrive, mais pas... il faut, sur le spatial, 3-4 pays. Il ne faut pas les 27, ça n'a aucun sens. Il faut... etc., etc. On est bloqué par une espèce de vision que si on ne se tient pas par la main, les 27, on ne peut rien faire. Ça ne marche pas. Il faut des concentrations. Il faut que, dans les domaines où on est bon... Et il y a des domaines où on est très bon en Europe, il y a des très grandes boîtes. Ça reste quand même, on n'arrête pas de le répéter, la première puissance économique mondiale. Et le premier marché. Alors, il faut faire un marché, développer le marché unique. Après, je voudrais que la BCE réfléchisse. J'adore les lettres de Christine Lagarde. Je voudrais qu'elle réfléchisse aussi au niveau des taux. À l'arme monétaire et l'arme monétaire. Parce que je vous rappelle que nous n'avons pas la même stratégie. Nous sommes tellement intelligents que nous n'avons pas la même stratégie en matière de taux que celle de nos camarades américains. Absolument. On se retrouve après une très courte pause.